Que c'est bon, le micro, tout le monde. Merci à tous d'être venus assister à cette journée de l'expertise sénégalaise de la diaspora qui était organisée par Diaspora Connect, dont l'objectif c'est de réfléchir un peu sur comment valoriser le potentiel de l'expertise sénégalaise de la diaspora et mettre ça au service du développement du Sénégal. Avant de commencer, je souhaiterais remercier M. Biram Baroudiouf, qui est le représentant de son Excellence, c'est l'ambassadeur du Sénégal à Paris. Il est premier conseiller de l'ambassadeur en France et chef du service des affaires politiques et francophonie. Monsieur, vous nous faites l'honneur d'être présent ici parmi nous aujourd'hui, représentant son Excellence M. Baye Diop, ambassadeur du Sénégal, qui nous a reçus il y a à peu près 2 mois quand on a commencé à organiser la journée. Il nous avait assuré effectivement de toute sa disponibilité, de son accompagnement et de pouvoir être présent ou être représenté ce jour. Donc, une promesse qui a été tenue. Donc, nous lui remercions et votre présence est en effet une marque d'intérêt fort que nous apprécions à sa juste valeur. Vous pouvez lui transmettre aussi toute notre reconnaissance, notre gratitude et nos remerciements. Je souhaiterais aussi également remercier M. Doudou Sidibé, enseignant-chercheur à l'université Gustave Eiffel à Paris, qui nous a fait aussi l'honneur d'accepter d'animer la leçon inaugurale autour du thème central de la journée, capital humain diasporique et souveraineté endogène, vers un nouveau pacte pour le développement du Sénégal. Donc merci M. Sidibé pour votre disponibilité. Votre déplacement, vous venez aussi de Paris pour venir animer cette leçon inaugurale pour nous. Je remercie aussi les différents panélistes. Il y en a qui sont déjà dans la salle, il y en a qui vont arriver, qui viennent tous de loin, de Rennes, Nantes et même de Lyon. Nous aurons l'occasion de les introduire et de les présenter tout à l'heure au démarrage des séances, des différentes séances. Je remercie aussi le public. On a une partie, l'autre partie va arriver, donc on peut l'espérer. Voilà, merci pour votre présence, votre disponibilité. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble, partager, débattre et surtout ouvrir des expertises nouvelles pour renforcer notre rôle dans la construction d'un Sénégal durable, souverain et innovant. On est convaincus que nous avons les talents, nous avons les expertises, nous avons aussi les idées et cette journée existe pour révéler, connecter et inspirer l'action. Donc je souhaite à toutes et à tous une excellente journée, pleine d'échanges enrichissants et de rencontres constructives. Merci à tous. Pour ce qui est du programme de la journée, on est un petit peu en retard. On devait commencer à 14 h, mais on va essayer de gérer et jouer un petit peu sur le temps des différents panels. Mais voilà, mais on garde toujours le programme initial. Donc on aura la leçon inaugurale qui va être animée juste après par M. Doudou Sidibé. Avant ça, on aura un mot d'ouverture de M. Diouf, représentant de son Excellence, M. l'ambassadeur. Mot d'ouverture et aussi mot de clôture à la fin de la séance. Juste après la leçon inaugurale, donc on aura les 3 tables rondes. La première table ronde sur le capital humain qui va faire en 3 lignes la continuité de la première leçon inaugurale. Juste après la table ronde 2 sur l'entrepreneuriat diasporique et investissement productif. Et après, on finira par la table ronde 3 sur culture, art et soft power diasporique. Et après cette table ronde, on aura une petite séance de cocktail, de rencontres, d'échanges avant de clôturer définitivement la journée. Donc sans plus tarder, donc, je voulais passer la parole à M. Biram Baroudiouf pour prononcer quelques mots d'ouverture pour cette séance. M. Diouf, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le Président de l'association, c'est bien ça, cher Balo. Alors, très bien. Monsieur le conférencier, Dr Sidibé, chers invités, mesdames et messieurs. Alors, c'est un immense plaisir
que je participe en ma qualité de représentant de l'État à la journée de l'expertise sénégalaise de la diaspora, initiée par Diaspora Connect en collaboration avec l'association des doctorants et docteurs sénégalais, IELI Africa, Diaspora Actu et l'ensemble des partenaires associés pour la réussite de cet important événement inscrit sur le thème le capital humain diasporique et souveraineté endogène vers un nouveau pacte de développement du Sénégal. Alors, comme vous le savez, chers invités, notre pays dispose d'un atout stratégique qui, depuis l'indépendance, reste sous-exploité, sa diaspora. Cette communauté qui contribue à plus de 10% du PIB grâce au transfert financier, mais dont le potentiel en compétences, réseau, innovation et influence économique reste insuffisamment mobilisé au niveau national. Cette rencontre de cet après-midi a pour but de réfléchir sur les ponts durables à bâtir pour transformer la diaspora d'un acteur contributif à un acteur moteur, au service du développement scientifique, technologique, économique et institutionnel. C'est dire comment créer un nouveau pacte État-diaspora pour renforcer la souveraineté endogène, autrement la capacité de notre pays à produire lui-même ses solutions, ses innovations, ses infrastructures et son avenir. Renforcer la souveraineté endogène implique de rapatrier les compétences, d'internaliser les technologies et de construire une économie fondée sur la valeur ajoutée locale. Par ailleurs, le constat sur l'état des lieux est que cette sous-mobilisation du potentiel diasporique est essentiellement due à la faible structuration des diasporas par compétences, aux procédures administratives lourdes pour investir, s'installer ou collaborer, et à l'accès insuffisant à l'information sur les opportunités locales. Face à ces défis, le gouvernement s'est engagé à mettre en place un cadre institutionnel intégré, avec la création d'un dispositif incitatif, fiscal, financier et diplomatique pour valoriser les savoirs et innovations issus de la diaspora. Les mécanismes et instruments classiques et innovants restent un réceptacle pour identifier, classer, accompagner et se servir au mieux des potentiels de notre diaspora. Alors, dans les girons de la diplomatie économique diasporique, il est d'une importance cruciale pour nous d'utiliser les élites sénégalaises à l'étranger comme ambassadeurs d'affaires et de créer un réseau des sénateurs économiques diasporiques afin de rendre plus incitatives les activités que nous menons même au niveau du bureau économique qui est logé à l'ambassade du Sénégal en France. Mesdames et messieurs, notre pays dispose d'un capital humain diasporique exceptionnel, véritable ordi pouvant accélérer sa souveraineté endogène. Un nouveau pacte basé sur la confiance, l'innovation et la co-gouvernance pour un système financier diaspora complet permettra entre autres de transformer la diaspora en acteur majeur au développement national, au cœur d'un Sénégal souverain, innovant et prospère. Cela en réorientant les contributions diasporiques vers l'investissement, l'innovation et l'industrialisation à travers un modèle alternatif d'intégration des diasporas, déjà implémenté dans les politiques nationales. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite une bonne suite de travail. Merci beaucoup. Merci bien. Merci M. Diouf pour ces mots d'ouverture qui nous plongent directement dans le sujet du jour. On va continuer, poursuivre le programme pour démarrer sans plus tarder avec la
spécialiste des stratégies innovantes. Georgetown, il est reconnu pour ses travaux sur la négociation des conflits, la démocratie et la gouvernance en Afrique. Il est auteur de plusieurs publications et dont deux ouvrages de référence, Démocratie et alternance politique au Sénégal, publié en 2006, Stratégie de résolution des conflits en Afrique, le cas de la République démocratique du Congo en 2011. Il est également engagé sur le terrain, fondateur de l'association Diaspora sénégalaise pour le développement, formateur de jeunes leaders en Casamance pour la paix et ancien candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024. Vous avez la parole pour la leçon inaugurale, fut conducteur de cette journée, une présentation sur le capital humain diasporique qui se poursuit juste après avec la première table ronde, toujours dans la même thématique, qui sera co-animée avec le docteur Landing Biel. Vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Je voudrais tout d'abord saluer les autorités ici présentes, notamment M. Biran Mbaroudjouf, premier secrétaire à l'ambassade du Sénégal en France, qui représente son Excellence M. Baye Mokhtar Diop, qui est ambassadeur du Sénégal en France. Je voudrais également saluer le président de l'association Diaspora Connect, M. Mbalo Ndiaye, et en profiter pour le remercier de son invitation pour faire cette introduction. Et je voudrais, dans la foulée, saluer toute l'assistance, tous les Renoises et les Renois, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on les appelle, ou les Rennais, voilà, Rennais et Rennaises, voilà. Donc, c'est la deuxième fois que je viens ici. La première fois, j'étais venu à l'invitation d'une sœur d'Eifatou Gueye, mais c'est toujours un plaisir de venir ici. Et cette fois-ci, c'est grâce à mes deux amis, je ne peux pas manquer de les citer également, hein, parce que Malik Sakho, c'est un promotionnaire de la fac. On s'est connus à l'Université de Dakar, on s'est retrouvés à Paris et on se retrouve encore ici à Rennes. Fallou Thian, lui aussi, je peux dire que c'était un collègue parce qu'on a travaillé ensemble au journal L'Info 7 en 98. Moi, j'étais journaliste, lui, il était, je pense, dans l'infographie. Hein. Quand on avait fini d'écrire notre article, c'est lui qui mettait tout cela en page. Et aujourd'hui, vous voyez, presque 30 ans après, on se retrouve ici. Et grâce à mes deux amis-là, je suis ici pour pouvoir échanger avec vous sur ce sujet important. J'espère que je n'ai pas oublié personne, mais en tout cas, je salue tout le monde et je remercie également les associations Docte Sénégal, Arcer, Yeli Africa, Diaspora 2 points, qui font partie de Diaspora Connect. Voilà, donc c'est une belle opportunité aujourd'hui de parler de la diaspora et surtout du capital humain, parce que c'est extrêmement important. On ne peut pas développer un pays sans pour autant avoir un capital humain de qualité. Donc le sujet c'est capital humain diasporique et souveraineté endogène vers un nouveau pacte pour le développement du Sénégal. Nous savons tous que les diasporas jouent un rôle capital dans le développement de leur pays d'origine. À travers les transferts de fonds, on est aujourd'hui au Sénégal à 1600 milliards, monsieur le premier secrétaire l'a rappelé, ça fait 10% du PIB, c'est extrêmement important, mais également des transferts de compétences, c'est-à-dire que les Sénégalais de la diaspora qui retournent au pays ou, à partir d'ici aussi, participent d'une façon ou d'une autre au développement du pays. Mais je voudrais tout d'abord dire un peu combien nous sommes à l'étranger. Parce que certains parlent de 600 000, 680 000 du moins, d'autres 700 000, d'autres même disent 1 million. J'ai vu un peu de tout. Mais on ne va pas faire la bataille des chiffres. Voilà, et je sais pertinemment que ça dépasse le million. Parce que certains n'ont pas été recensés. Voilà, parce que
À mon avis, à l'époque, il y avait des cartes consulaires. Les Sénégalais se déclaraient quand ils arrivaient dans un pays, mais ce n'est plus forcément le cas, donc c'est difficile de les recenser. Mais soit. En tout cas, il y a 400 000 dans les pays de l'OCDE, dans les pays occidentaux notamment, mais aussi en Afrique, cette immigration interafricaine aussi est très importante parce que souvent on va à côté, là où on peut aller, voilà, parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un visa et d'aller à l'étranger. Quand j'ai été aux États-Unis, j'ai rencontré là-bas, notamment ce sont des taxi drivers, et on a discuté, mais ils m'ont expliqué la route de l'immigration. À l'époque, on allait au Congo, ou au Gabon, ou en Côte d'Ivoire. Souvent, c'était des commerçants, ils ouvraient une boutique, ou tailleurs ou autres, ou bijoutiers. Et à partir de là-bas, ils vont collecter un peu d'argent pour maintenant aller en Allemagne, ou en France, ou en Espagne, ou en Italie, et vivre là-bas une dizaine d'années avant d'atterrir aux États-Unis. C'était la route de l'immigration. Voilà. Parce que j'ai discuté avec beaucoup d'entre eux, mais ils ont pris cette route-là. Ils ont à peu près 70 ans, c'est normal, parce que quand ils quittent à 30 ans avec tout ce chemin-là, ils arrivent. Voilà. Mais en tout cas, ils sont dans ces pays-là. Et aujourd'hui, si on cherche à définir, c'est bien que je parle de ça, de cette diaspora-là, parce que quand on parle de capital humain, on pense immédiatement à ce qu'on appelle les hautement qualifiés, les cadres. Et moi, j'aimerais bien, dans cette définition que vous voyez là défiler, c'est-à-dire capital humain, c'est un ensemble de connaissances, de qualifications, de compétences et de caractéristiques individuelles qui facilitent la création de bien-être personnel, social et économique. J'aime bien cette acception générale parce que ça inclut justement le marchand ambulant, le vendeur à la sauvette à la Tour Eiffel, ou dans les plages de Pescara ou je ne sais où encore, voilà, parce que ces personnes-là aussi font partie du capital humain, ont des compétences, ont une expérience à partager, notamment dans la résilience. Voilà, parce que commencer à vendre des ceintures ou des foulards, etc., jusqu'à construire une maison au Sénégal, voilà, entretenir une famille, pour moi, c'est une compétence qu'il ne faut pas négliger. C'est pour cette raison que je n'ai pas voulu les exclure de cet échange-là. Voilà. Mais je pense que ce que les conférenciers attendent de moi, c'est plutôt que je me concentre sur les hautement qualifiés, les cadres qui apportent des compétences techniques. Voilà. Mais tout en citant aussi cette diaspora-là. C'est très important. Voilà. Et même cette diaspora-là aussi apporte des fonds, envoie beaucoup d'argent au Sénégal. Donc, il est à prendre en compte. Mais aujourd'hui, on va parler des HQ. On les appelle des HQ, hautement qualifiés. Et ces HQ-là, aujourd'hui, sont 20% des Sénégalais de la diaspora selon l'OCDE. Voilà. Parce que c'est une élite, donc c'est normal qu'ils soient 20%. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que dans quelle mesure ces HQ peuvent-ils contribuer au développement du Sénégal? Et quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place, notamment du côté de l'État? Je sais que les diasporas s'organisent, mais également, on veut savoir aussi du côté de l'État qu'est-ce qui est possible pour structurer les efforts que font les membres de la diaspora. Donc, déjà le terme de diaspora. Diaspora désignait souvent des communautés religieuses, c'est-à-dire les Juifs, aussi les Kurdes, les Touaregs, qui sont des communautés qui sont dispersées un peu partout. Mais dans les années 70, il y a eu un regain d'intérêt pour ce mot de diaspora, mais surtout une mutation sémantique. Donc, diaspora maintenant, ce n'est plus, ça fait plus référence seulement aux communautés religieuses, mais toutes les personnes qui quittent leur pays et qui se retrouvent dans un autre pays peuvent être appelées dans le vocable diaspora.
Donc, je ne vais pas lire la définition, vous voyez la définition défiler, mais il y a aussi surtout ce sentiment d'appartenance à son pays d'origine qui est très fort et qui caractérise aussi toutes les diasporas. Souvent, je dis, il n'y a pas plus patriote quelqu'un de la diaspora, peu importe son pays d'origine, parce qu'on ne connaît ou on aime son pays que quand on le quitte. Si vous allez à l'étranger, vous avez la possibilité de comparer ce que vous avez laissé et ce que vous avez trouvé ici. Donc, tous les Sénégalais veulent contribuer, je ne dis pas forcément rentrer parce que certains n'ont pas la possibilité, même s'ils le voulaient, mais en tout cas, contribuer au développement de son pays. Et ça commence déjà par la famille. Et ça, c'est un acte pour moi de patriotisme, de don de soi, parce qu'on s'oublie. Et je ne peux pas manquer de raconter une anecdote, parce que un jour, j'étais à Marseille, je venais d'arriver, j'étais arrivé à Aix-en-Provence en tant qu'étudiant, et je suis allé à Marseille parce que j'étais parti voir un ami, et dans le bâtiment où il était, il y avait des Sénégalais qui avaient loué une chambre là-bas. Il m'a dit de passer pour dire bonjour, et on a vu des Sénégalais comme, voilà, dans une grande chambre, avec une moquette, avec des matelas, et quand ils arrivent, ils posent leurs affaires, les ceintures, les trucs, ils font à manger, à tour de rôle, et puis après le lendemain, ils rebelotent. Ils vont aller dans les cafés, ils vont vendre des ceintures à des gens qui n'en veulent pas, qui veulent juste sureter leur café sur les terrasses. Donc parfois on leur dit, cassez-vous, laissez-moi tranquille, mais ça ne les décourage pas, ils reviennent, parce qu'ils ont des familles à nourrir. Voilà. Donc vraiment, moi j'ai beaucoup d'admiration pour ces Sénégalais-là. Et j'en ai vu un, à un moment donné, il avait les larmes aux yeux, et puis il me dit, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, parce que ça fait des années qu'il est là, il a construit une belle maison, ses enfants sont là-bas, sa femme, ses parents, mais il y va une fois tous les 3 ans pour rester un mois et revenir. Et ici, il ne vit même pas, parce qu'il est en communauté, ils ont eu une chambre, tout le monde dort en même temps. Donc, il fait des économies pour pouvoir entretenir ceux qui sont au Sénégal. Et moi, je pense que ça, c'est à saluer. C'est un don de soi pour moi. Voilà. Tu t'oublies pour pouvoir aider ta famille, et en aidant ta famille, tu aides aussi ton pays, parce que tu contribues à la réduction de la pauvreté. Voilà. Et c'est ça qui caractérise les Sénégalais de la diaspora. Donc, c'est hautement qualifié, qu'on appelle des cadres. Ce sont des personnes qui ont fait des études très poussées, hein, et qui ont acquis une expérience professionnelle dans le pays d'accueil et sont capables d'exercer une compétence exceptionnelle. Donc, ces compétences, ces HQ-là sont très recherchés. Et d'ailleurs, le terme de fuite des cerveaux, parce que on les considère, une fois qu'ils restent dans le pays d'accueil, on les considère comme des cerveaux qui ont fui. Voilà, c'est le terme. Et en anglais, on l'appelle brain drain. Et ce terme de brain drain, on a commencé à l'utiliser à partir des années 60. Parce que les Britanniques, les Anglais, ont commencé à quitter l'Angleterre pour partir au Canada, aux États-Unis. C'était d'abord des personnes, ils sont issus du personnel médical, des docteurs, des infirmiers, etc. Et le but, c'était d'avoir un meilleur salaire, des meilleures conditions de vie. Et ils ont été remplacés par la suite par des Philippins, des Pakistanais, des Indiens, etc., qui sont payés beaucoup moins cher. Et c'est ça qui a sauvé le système de sécurité sociale de l'Angleterre. Et après, on a appliqué ça à d'autres situations, à d'autres pays, et on parle de brain drain. Et ce brain drain-là sert à combler le vieillissement de la population. Comme vous le savez, en Europe, hein, la population vieillit et il faut des jeunes, une main-d'œuvre jeune pour pouvoir travailler, hein, et payer les retraites des autres qui sont déjà partis. Donc, et ça continue maintenant, ce brain drain, parce que récemment, la Silicon Valley
qui est en concurrence avec la Chine, a déclaré qu'elle va recruter les meilleurs talents du monde. Donc, ce qui veut dire que ce brain drain-là ne s'arrêtera pas maintenant, parce qu'il y a une course au talent. La Chine aussi fait pareil, essaie de faire appel au talent, même au-delà des Chinois. Nous allons voir ça, parce que j'essaie de faire des allers-retours aussi dans d'autres pays pour mieux faire ressortir la situation du Sénégal. Mais on avait pensé, dans les années 80, les pays en voie de développement ont commencé à vivre cette fuite des cerveaux, au même moment où il y avait une coopération technique et scientifique pour pouvoir doter ces pays-là de capital humain leur permettant d'asseoir le développement. En même temps, il y avait une saignée, une forte fuite des cerveaux. Et ça a commencé à inquiéter les gens. Et des chercheurs comme Massé commencent à penser aux conséquences économiques et parlent aujourd'hui de phénomènes négatifs et inégaux. À l'époque, on disait que nous tous, même moi, avant de travailler en profondeur sur le sujet, je pensais que c'était négatif. Le fait d'avoir des cerveaux qui partent, mais ce n'est pas forcément négatif. Et vous allez voir. Il y a eu un débat. Il y a les pour et les contre. Voilà. Chacun a ses arguments. Donc, mais le brain drain peut avoir un effet positif, en tout cas pour le pays d'origine. C'est clair qu'il y a un effet positif pour le pays d'accueil, parce que le pays d'accueil va accueillir des compétences, il va participer à leur formation ou pas, en tout cas à compléter leur formation, mais en tout cas, ce sont des compétences qui vont servir le pays d'accueil. Maintenant, le pays d'origine, ces compétences-là vont repartir. En tout cas, certaines vont repartir. Après avoir augmenté leurs connaissances, leur savoir, en complétant leurs études, après avoir acquis une expérience professionnelle, vont repartir pour servir leur pays, de façon temporaire ou permanente. Et dans ce cas-là, ces compétences-là sont bénéfiques pour le pays d'origine. C'est extrêmement important ça. Parce qu'avant, on ne prenait pas en compte cette dimension-là. On se disait juste, ils sont partis et c'est terminé. Mais il faut un retour. Donc, c'est pour cette raison que on dit que une compétence est perdue quand elle ne revient pas. Mais quand elle revient, on est dans un système gagnant-gagnant. C'est ça qui a amené le brain gain. On était dans le brain drain, c'est-à-dire la fuite des cerveaux, mais maintenant on est dans le brain gain, c'est-à-dire le retour gagnant des cerveaux. Donc tout le monde y gagne. Et même aussi, si on pousse un peu plus loin, il y a ce qu'on appelle la théorie de Todaro et Harris. Eux, ils disent que le fait que les compétences partent et reviennent avec des revenus plus importants pousse les familles à investir dans le secteur de l'éducation ou même pousse l'État à investir davantage pour une éducation de qualité. Voilà, parce que ces hautement qualifiés vont pouvoir repartir après avoir été bien formés. De ce point de vue-là, c'est bénéfique pour l'État d'origine parce que cet État va investir encore dans l'éducation. Donc, on a essayé de chercher tous les aspects positifs de cette fuite des cerveaux. Donc, ce débat-là existe jusqu'à maintenant, mais ça a été stabilisé en se disant que c'est plus ou moins équilibré parce que tous les deux pays peuvent gagner quelque chose. Et voyez-vous, l'Inde aujourd'hui, si on prend l'exemple de l'Inde reçoit 26 milliards de dollars par année des envois de sa diaspora. Et l'Inde investit chaque année 1,1 milliard de dollars. Là, le retour sur investissement est garanti. Voilà, vous voyez que de ce point de vue-là, il y a un aspect positif. Donc, et en Inde, il y a ce qu'on appelle le body shopping ou offshoring. C'est-à-dire que comme l'Inde avait investi depuis très longtemps sur l'enseignement des technologies, l'informatique, etc.,
il y a des entreprises américaines, françaises, qui vont faire leur marché là-bas, qui vont embaucher des Indiens, parce qu'il y a ce qu'on appelle les emplois sédentaires qu'on ne peut pas déplacer. C'est quand on est premier conseiller de l'ambassade, là, on ne peut pas vous remplacer par quelqu'un qui est en Inde. Mais quand on est ingénieur en informatique, là, oui. Donc, ce qu'on appelle les emplois nomades. C'est-à-dire que, et le Sénégal aurait pu faire ça, c'est-à-dire former beaucoup d'ingénieurs et après, le demander de postuler dans les multinationales tout en restant au Sénégal, en ayant le salaire d'une multinationale d'un pays quelconque, tout en restant au Sénégal. Voilà. Donc, on peut amener son ordinateur sur la plage, on travaille, hein, et puis on envoie le travail dans le serveur, et puis on se baigne dans la mer, et puis on rentre tranquillement chez lui, tu vois. Et ça peut aider aussi à augmenter le pouvoir d'achat des Sénégalais, développer l'économie, etc. Donc, c'est ce que les Indiens font, ce qu'on appelle le body shopping, voilà, offshore. Et l'Inde a développé des programmes, Make in India, des Startup in India, Inspire Programme, pour pouvoir attirer les talents. Parce que l'Inde exportait des talents, mais l'Inde essaie de faire maintenant l'inverse, de rapatrier les talents. La Chine aussi fait pareil, parce que la Chine, 80% des étudiants chinois reviennent au pays. On les appelle les Aiki. Aiki, ce sont des tortues de mer. Il me semble que les tortues de mer reviennent toujours à leur endroit de naissance, d'origine. Voilà. Donc, c'est le même concept. Les Chinois, on leur demande maintenant de revenir. Et si je m'attarde un peu sur l'exemple de Deng Xiaoping, vous savez que dans les années 20, la Chine a envoyé 4000 jeunes. Parmi ces jeunes, il y avait des étudiants, bien sûr, en France pour s'ouvrir. 4000 jeunes. Ils étaient à Marseille, un peu partout. Mais Deng Xiaoping, que vous connaissez, hein, qui c'est l'auteur de l'ouverture de la Chine en 1978, faisait partie de ces jeunes-là. Et lui, vous savez, il était où? Il était à Montargis. Voilà. Il travaillait dans une usine qui s'appelait Hutchinson, qui faisait du caoutchouc. Et c'est là-bas qu'il a appris, hein, au contact avec ses collègues français, il a appris comment travailler, comment s'organiser et comment s'organise aussi la vie sociale en France. Une fois rentré en Chine, il s'est dit, il faut qu'on s'ouvre, sinon on va demeurer dans ce retard-là. Parce que la Chine était fermée jusque-là. Voilà. Jusqu'à ce que même un président américain il disait à son homologue chinois, il paraît que vous ne laissez pas les Chinois sortir. Et il lui dit, mais les Chinois, vous en voulez combien? Il lui dit, ah non, merci. Parce que si je laisse les Chinois sortir, ils vont envahir le monde. Voilà. Mais en 1978, justement, Deng Xiaoping, il a prôné cette ouverture. Voilà. Il a créé des zones économiques. Et ces idées-là, s'ils n'étaient pas venus en France, peut-être, ils ne l'auraient pas. Ou ils ne les auraient pas, en tout cas. Voilà. Donc, la Chine continue dans cette mouvance-là, en mettant en place un programme qu'on appelle 1000 talents. Et ce sont des Chinois qui sont éparpillés un peu partout dans le monde, qui sont dans des centres de recherche, qui sont dans des universités qu'on fait revenir. Et il y a une prime d'incitation de 130 000 € pour venir s'installer. Mais également, si on est un chercheur de talent, on a une bourse de 650 000 € pour pouvoir faire ses recherches et produire quelque chose. C'est une forte incitation. Voilà. Donc, les Chinois qui sont revenus, certains sont dans le gouvernement, certains sont présidents d'université, certains sont directeurs de centres de recherche, ils sont un peu partout. Voilà. C'est aujourd'hui la politique de la Chine. Donc, la Chine parle maintenant de circulation des cerveaux, mais pas fuite des cerveaux. Ça veut dire qu'il y a un aller-retour. Voilà. Avant, la fuite, c'est un aller simple. Mais maintenant, c'est un aller-retour, donc on parle de circulation. Donc, j'en ai parlé, ce débat a persisté malgré tout. Certains s'arc-boutent sur le fait que c'est une perte pour les pays en voie de développement et ont même proposé une taxe. Et je me souviens en 2005, quand le président Abdoulaye Wade était là, il avait dit qu'il faut que le président Sarkozy, rembourse. Parce que, souvenez-vous, il avait mis 40% du budget de l'État dans l'éducation. Il avait donné beaucoup de bourses aux étudiants. Et presque tous ces étudiants, parce que ça coïncidait avec la période de l'immigration choisie de Sarkozy. Et tous ces étudiants, pratiquement, une bonne partie est restée ici. Et ça l'énervait un peu et il disait dans une interview télé,
ici en France qu'il faut que le président Sarkozy rembourse. Voilà. Donc, il y a Bakwati qui proposait une taxe aux entreprises du monde, des pays de l'OCDE notamment, qui embauchent des hautement qualifiés des pays en voie de développement et puis de redistribuer. Mais ça a été soutenu par le PNUD, l'ONU, etc. Mais on a fini par avoir une position d'équilibre, de se dire finalement qu'il y a un aspect gagnant-gagnant. Pour les HQ, il y a plus de 40% de migrants. Non, c'est les brain waste des HQ, justement, parce que ceux qui sont hautement qualifiés, il y en a qui finissent en brain waste. Brain waste, c'est le gaspillage des cerveaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez un doctorat, un master, vous n'arrivez pas à vous insérer, ou vous étiez inséré, mais vous avez perdu votre emploi. Bon, j'en ai vu, il y a à la mairie de Washington, il y a un département là-bas, justement, qui essaie de recycler ces HQ. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants africains ou dans d'autres pays, surtout africains. À un moment donné, tu termines tes études, tu n'as pas de travail et tu vas perdre ta carte de séjour, autant partir au Canada ou aux États-Unis, où on peut circuler sans carte de séjour, travailler et vivre. Beaucoup avaient fait ce choix, mais c'était des hautement qualifiés qui faisaient d'autres boulots. Les réceptionnistes dans un hôtel ou bien dans la sécurité, etc. Or, ou même taxi, des chauffeurs de taxi. Il y a des médecins qui sont chauffeurs de taxi au Canada. Et c'est ça qu'on appelle le brain waste. Donc ça aussi, c'est dans la théorie, on en parle beaucoup. C'est le migrant qui perd, c'est la famille qui perd aussi, parce que la famille a investi, mais également son pays d'origine. Et c'est tout bénéfice pour le pays d'accueil, parce que le pays d'accueil va pouvoir avoir accès à une main-d'œuvre très qualifiée, à moindre coût. Et également, la non-utilisation ou sous-utilisation pour le pays d'origine, c'est un problème. C'est bien de dire, rendez-moi mes cerveaux ou mes compétences, hein, mais si vous n'avez pas un endroit où les mettre, ça devient tout de suite un boulet, une difficulté. Parce qu'il faut des structures d'accueil pour justement accueillir tout ce qui était parti faire des études. La structure maintenant du capital humain. Comment ce capital humain se structure? Voilà. Moi, je pense qu'il y a d'abord l'émigration des étudiants. J'ai regardé les chiffres de Campus France, c'est 17 000 étudiants en France, avec une croissance de 23%, ça veut dire de plus en plus d'étudiants, mais beaucoup d'étudiants restent parce qu'il y a un taux d'insertion de 73%. Mais également, il y a l'émigration des HQ, qui ont déjà eu un boulot et qui partent, hein, qui sont déjà bien formés avec l'expérience.